J'ai trouvé mes affaires dans des sacs poubelles devant la porte. Maman était là avec mes frères. Tu as 25 ans. Dégage maintenant. J'ai souri, je suis monté dans ma voiture et je suis parti. 6 mois plus tard, maman a envoyé 60 messages. Où es-tu? Je m'appelle Lee Harrison et j'ai 25 ans. Je n'aurais jamais pensé que rentrer à la maison après mon premier voyage d'affaires réussi se terminerait par le fait de trouver ma vie entière emballée dans des sacs poubelles. Le plastique noir formait des bosses avec mes affaires, alignés comme des monuments funéraires devant notre porte d'entrée. Ma mère était là, les bras croisés, avec mes 3 frères qui l'encadraient comme des soldats. Leur visage ne montrait aucune chaleur, juste une froide détermination. Le sourire que j'avais depuis l'atterrissage s'est effacé quand maman a prononcé ces mots, les dents serrées. Tu as 25 ans. C'est l'heure de partir. Avant de continuer cette histoire, dites-moi d'où vous me regardez. Mettez un like et abonnez-vous pour m'accompagner dans ce voyage de trahison familiale et de force inattendue. Grandir comme la plus jeune des 4 enfants dans notre maison de banlieue à Chicago n'a jamais été facile. Mon père est mort quand je n'avais que 7 ans, laissant ma mère, Sandra, nous élever seuls. Mon frère aîné Jackson avait déjà 18 ans. Ensuite, ma sœur Nathalie avait 16 ans et mon frère Kevin 14 ans. Alors qu'ils avaient des années de souvenirs avec papa, moi je me souvenais à peine de son visage sans regarder des photos. Après la mort de papa, maman a changé. La femme chaleureuse et souriante de mes premiers souvenirs s'est durcie, aimant désormais à travers les réussites et l'obéissance. Elle avait 2 emplois pour nous maintenir à flot et nous rappelait chaque jour ses sacrifices. J'ai tout abandonné pour vous, les enfants. C'était devenu son mantra, généralement suivi de le minimum que vous puissiez faire, c'est... En tant que petite dernière, je profitais autant des avantages que des inconvénients. Maman était plus stable financièrement quand j'ai eu besoin d'un appareil dentaire ou de payer l'université, mais le poids émotionnel de la maternité célibataire l'avait épuisée. Elle contrôlait chaque aspect de ma vie avec une volonté de faire, de mes amis jusqu'à ma spécialisation à l'université. Mes frères et sœurs avaient suivi les chemins qu'elle approuvait. Jackson est devenu chirurgien, Nathalie avocate d'entreprise, et Kevin un ingénieur à succès. Ils ont épousé des personnes qui plaisaient à maman, acheté des maisons dans des quartiers qu'elle validait, et eu des enfants au moment qu'elle jugeait approprié. Ils étaient ces histoires de réussite, la preuve de sa bonne éducation. Puis il y avait moi. J'ai étudié le marketing au lieu de la médecine ou du droit. J'ai accepté un poste dans une start-up plutôt que dans une entreprise bien établie et je suis resté obstinément célibataire à 25 ans. Même si je n'étais pas une rebelle selon la plupart des standards familiaux, j'étais la brebis noire. Quand vas-tu trouver un vrai travail? Me demandait maman au dîner du dimanche. Nathalie gagnait déjà un salaire à 6 chiffres à ton âge. Malgré ces tensions, j'avais choisi de vivre à la maison après mes études. Au début, c'était un choix pratique, mon premier poste en marketing payait peu et le prix des logements à Chicago était astronomique. Vivre avec maman me permettait d'économiser et de rembourser plus vite mes prêts étudiants. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux, m'avait dit maman quand j'étais revenu. La famille est de la famille. Mais son soutien venait avec des conditions, souvent tacites, mais toujours présentes. Je payais un loyer, contribuais aux courses et m'occupais de la plupart des tâches ménagères. Je l'accompagnais à ses rendez-vous, l'aidais pour ses problèmes de technologie et écoutais des heures de plaintes sur les voisins, les collègues, et parfois mes frères et sœurs, mais jamais quand ils étaient là. La dynamique avec eux était tout aussi compliquée. Pour eux, je restais la petite sœur, celle dont les opinions comptaient moins. Quand il y avait des désaccords familiaux, ils formaient un front uni avec maman, rejetant mon avis comme immature ou mal informé. Tu comprendras quand tu auras plus d'expérience dans la vie, disait Jackson, alors que j'avais vécu seul pendant 4 ans à l'université et voyagé à l'étranger, ce qu'il n'avait jamais fait. La tension entre mon indépendance et mon devoir familial augmentait à mesure que j'approchais la trentaine. Mes amis vivaient en colocation, sortaient librement et restaient dehors tard sans recevoir de messages exigeants de dire où ils étaient. Je les enviais. Mais je me sentais coincé, à la fois par ma situation financière et par mon sens du devoir. Puis une opportunité est arrivée, celle qui, je pensais, allait tout changer. Notre agence de marketing a décroché un gros client et, comme j'étais celle avec les idées les plus fraîches, j'ai été choisi pour présenter notre campagne à New York. C'était mon premier voyage d'affaires, ma première présentation en solo devant un gros client et peut-être mon premier grand pas dans ma carrière. La présentation était prévue un jeudi, avec des réunions jusqu'au vendredi après-midi.
J'avais passé des semaines à me préparer, répétant au point de pouvoir réciter ma présentation dans mon sommeil. La veille de mon vol, maman semblait distraite au dîner, à peine attentive à mon excitation. Je rentrerai tard vendredi soir, lui ai-je rappelé en faisant la vaisselle. Bien, a-t-elle dit sans lever les yeux de son téléphone. Et Nathalie vient samedi avec les enfants. Assure-toi d'être là pour aider. Je lui ai promis, tout en avalant ma déception face à son manque d'enthousiasme. J'espérais au fond de moi que ce moment important finirait par lui faire reconnaître ma valeur. Si je pouvais prouver que ma carrière était solide, peut-être me verrait-elle comme une adulte et non comme une déception. La présentation à New York a dépassé toutes les attentes. Les clients ont adoré notre campagne et n'ont demandé que quelques petits ajustements avant d'approuver un budget à 7 chiffres. Mon patron m'a invité à dîner ensuite, parlant d'une possible promotion et d'une augmentation si le projet se lançait bien. « Tu as un vrai talent, Lee », m'a-t-il dit. « Je vois un avenir brillant pour toi ici. » Ces mots m'avaient réchauffé le cœur plus que le vin cher que nous avions partagé. Enfin, quelqu'un voyait mon potentiel plutôt que mes défauts. Pendant mon peu de temps libre, j'ai acheté de petits cadeaux pour tout le monde. Une écharpe en soie pour maman, des bières artisanales pour mes frères et un stylo de designer pour ma sœur. De petits symboles de réussite, des offrandes de paix pour essayer de combler le fossé entre nous. Dans l'avion du retour, j'imaginais partager mon triomphe à la réunion familiale du lendemain. Peut-être que Jackson arrêterait enfin de demander quand j'aurais un travail stable. Peut-être que Nathalie arrêterait de m'envoyer des offres d'emploi pour des postes administratifs dans son cabinet. Peut-être que Kevin cesserait de me suggérer de faire un master pour rattraper mon retard. Et surtout, je rêvais de la réaction de maman. Dans mon imagination, elle souriait fièrement, racontant à ses amis mon succès, comprenant enfin que je faisais mon chemin, juste par une route différente de celle de mes frères et sœurs. Je ne savais pas que cette illusion de reconnaissance familiale allait se briser quelques minutes après mon retour, remplacée par un cauchemar que je n'aurais jamais imaginé. L'après-midi à Chicago m'accueillait avec un temps printanier parfait alors que le taxi s'éloignait de l'aéroport international O'Hare. Le soleil réchauffait la ville après des semaines de pluie, ce que j'ai pris comme un bon signe. Les cadeaux que j'avais achetés étaient soigneusement rangés dans mon bagage à main, enveloppés dans du papier de soie de la boutique près de mon hôtel. Mes documents de présentation étaient bien rangés dans la sacoche de mon ordinateur portable, y compris le contrat signé qui allait transformer le budget de mon département et, je l'espérais, ma carrière. J'ai envoyé un message à maman pour lui dire que j'étais bien arrivé et que j'étais en route vers la maison, mais je n'ai reçu aucune réponse. Ce n'était pas totalement inhabituel, elle loupait souvent mes messages quand elle était occupée avec son club de jardinage ou les activités de l'église. Malgré tout, une petite inquiétude m'a traversé. Pendant tout mon voyage, nos échanges avaient été minimes, mes messages recevant juste des réponses d'un mot ou pas de réponse du tout. À mi-chemin vers la maison, mon téléphone a sonné, c'était le numéro de Jackson. Mon grand frère m'appelait rarement directement, préférant passer par notre groupe familial ou par maman. « Salut », ai-je répondu, curieuse mais avec une légère appréhension. « Où es-tu en ce moment ?» Son ton était sec, professionnel, le même qu'il devait utiliser avec des patients difficiles. Dans une voiture, je rentre de l'aéroport. Mon vol est arrivé en avance. Tout va bien ? Un silence a duré assez longtemps pour accélérer les battements de mon cœur. Maman veut te parler quand tu arrives à la maison. Nous tous. À propos de quoi ? Quelqu'un est malade ? La confusion a laissé place à l'alarme. Viens juste à la maison, a-t-il dit, sans plus d'explication. Mon esprit a envisagé toutes les possibilités, un de mes neveux ou nièces avait-il un problème ? Maman était-elle malade ? Un membre éloigné était-il décédé ? Aucun de ces scénarios n'expliquait la froideur de sa voix ni pourquoi tout le monde devait me parler. J'ai essayé d'appeler Nathalie, puis Kevin, mais aucun n'a répondu. J'ai envoyé un message dans notre groupe familial pour demander ce qui se passait, mais je n'ai vu que des accusés de lecture. Aucune réponse. Le dernier message de ma mère, envoyé la veille, me semblait maintenant inquiétant. Nous devons discuter de quelques changements à ton retour. Le chauffeur a remarqué mon agitation. Tout va bien, mademoiselle ? Juste des histoires de famille, ai-je répondu avec un sourire forcé. En tournant dans ma rue, le quartier semblait calme et inchangé. Des enfants jouaient dans les jardins, des couples promenaient leurs chiens, des retraités s'occupaient de leurs fleurs de printemps. Puis j'ai vu notre maison à 2 étages, le revêtement bleu et les bordures blanches aussi familiers que mon propre reflet,
et là, je les ai vus. Des sacs poubelles noirs, au moins une douzaine, alignés près de la porte d'entrée. 4 silhouettes se tenaient dans le jardin, droites et fermes. Je les ai reconnus immédiatement. Maman avec son tablier de jardinage, Jackson en tenue décontractée, Nathalie dans un ensemble élégant de travail même un samedi, et Kevin avec son sweat d'université préféré. « Pouvez-vous vous arrêter ici ?» ai-je demandé au chauffeur, ma voix me paraissant lointaine. J'ai payé rapidement, pris mes affaires et posé le pied sur le trottoir. La voiture est repartie, me laissant face au bloc uni de ma famille. Personne n'est venu m'aider avec mes valises. Personne n'a souri pour m'accueillir. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé en m'avançant. « C'est quoi, tous ces sacs ?» Maman a fait un pas en avant, la bouche serrée. « Et tes affaires sont emballées. Il est temps que tu trouves ton propre logement. » Le sol a semblé se dérober sous mes pieds. « Quoi ? Pourquoi ? On n'a jamais parlé de ça. »« Tu as 25 ans, a-t-elle continué comme si je n'avais rien dit. Tes frères et sœurs étaient partis à 23 ans. Tu as abusé de notre hospitalité. » Jackson a hoché la tête. « Il est temps que tu apprennes à être responsable. » L'ironie aurait pu me faire rire dans d'autres circonstances. Je payais un loyer, je faisais les tâches ménagères, je travaillais à temps plein et je progressais dans ma carrière. Par n'importe quelle définition raisonnable, j'étais déjà responsable. « C'est insensé, » ai-je dit en cherchant un signe de chaleur sur leur visage. Je reviens d'un voyage d'affaires. Je n'ai nulle part où aller. Tu aurais dû mieux planifier, m'a coupé Nathalie, en regardant sa montre comme si mon absence de logement la mettait en retard. Nous avons tous trouvé un appartement juste après l'université. Avec la caution et l'aide des parents, ai-je répliqué, sentant la colère monter, et avec des salaires bien plus élevés dans des métiers stables. L'excuse, a dit Kevin en secouant la tête. Tu as eu 3 ans pour régler ça. Je me suis tourné vers maman. Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui, sans prévenir? Je te le fais comprendre depuis des mois que tu devrais partir, a-t-elle dit. C'est toi qui as choisi de ne pas écouter. Faire comprendre n'est pas donner un vrai préavis, ai-je répliqué, ma voix montant malgré moi. Les gens normaux discutent de ces décisions importantes. Ils ne font pas les bagages de quelqu'un en son absence pour l'expulser à son retour. Ne hausse pas le ton sur ta mère, a prévenu Jackson en s'avançant. L'absurdité de la situation m'a frappé, il me parlait de respect alors qu'ils me traitaient sans aucun respect. Ils avaient attendu que je sois en déplacement pour entasser mes affaires dans des sacs poubelles et me mettre dehors sans prévenir ni discuter. De quoi s'agit-il vraiment? Ai-je demandé, me souvenant de conversations entre maman et Nathalie sur la valeur des maisons du quartier. Vous allez vendre? Un éclair de surprise a traversé le visage de maman avant qu'elle ne se ressaisisse. Mes décisions financières ne te concernent pas. Elles me concernent si ça signifie me mettre dehors sans préavis. Tu n'es pas à la rue, a dit Nathalie d'un ton faussement patient. Tu as un travail. Trouve un appartement comme tout le monde. Sans référence, sans temps pour économiser une caution, sans prévenir? Ai-je rétorqué. Je les ai regardés un par un. Vous vous entendez parler? Qui traite sa famille comme ça? On fait ça pour ton bien, a insisté maman. Tu dois te débrouiller seul. En me retirant le sol sous les pieds? Ai-je répondu. Un voisin promenant son chien a ralenti pour observer la scène, ce qui a accentué ma honte. C'est ridicule, ai-je dit en baissant la voix. Entrons et parlons-en comme des adultes. Il n'y a rien à discuter, a tranché maman. Sans aucune consultation de ma part, la principale concernée? Ta contribution a été ton échec constant à t'envoler, a dit Kevin. On en a parlé entre nous et on est tous d'accord pour dire que c'est nécessaire. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Ils avaient discuté de moi, jugé ma vie et décidé de mon sort sans que je le sache. Les cadeaux que je leur avais achetés me semblaient soudain de pathétiques tentatives d'acheter un amour déjà retiré. Quand avez-vous fait tout ça? Ai-je demandé en désignant les sacs. Hier, a répondu maman. Jackson et Kevin ont aidé. Le timing n'était pas un hasard, ils avaient attendu exprès que je sois absente, incapable de défendre ma place ou mon rôle dans la famille. Et je suis censé faire quoi maintenant? Où veux-tu que j'aille ce soir? Tu devrais avoir des amis chez qui tu peux rester, a suggéré Nathalie, avec un ton qui laissait entendre qu'elle doutait que j'en ai.
Ou prends un hôtel, a ajouté Jackson. Tu reviens de New York. Tu peux sûrement te payer quelques nuits. Il ne savait pas que l'entreprise avait payé mon hébergement à New York, ni que mes modestes économies étaient prévues pour mes futurs frais de déménagement, que je comptais discuter avec maman au moment venu. Je peux au moins entrer et vérifier ces sacs. Je doute que vous sachiez ce qui est important pour moi. Tout est là, a affirmé maman d'un ton ferme. Ta chambre est vide. Ces mots m'ont donné un nœud à l'estomac. Ils m'avaient effacé de la maison pendant mon absence, comme si je n'avais jamais appartenu ici. Une colère brûlante a surgi, balayant momentanément le choc et la douleur. 25 ans à me sentir inférieur, à chercher une approbation qui ne venait jamais, à marcher sur des œufs dans ma propre maison, tout culminé dans ce moment de trahison absolue. Comment osez-vous? Ai-je dit, la voix basse et tremblante. Comment osez-vous rester là, l'air vertueux, en faisant quelque chose d'aussi cruel? Toujours dramatique, a murmuré Nathalie. Dramatique? Ai-je ri sans humour. Vous m'attendez après un voyage d'affaires, vous balancez mes affaires dans des sacs poubelles et vous me dites que je suis sans logement, immédiatement, et c'est moi, la dramatique? On savait que tu réagirais comme ça, a dit Jackson. C'est pour ça qu'on l'a fait pendant que tu étais parti. Vous voulez dire, pendant que je n'étais pas là pour me défendre? Ce n'est pas un comportement d'adulte responsable, c'est de la lâcheté. Le visage de maman a rougi de colère. Ne nous parle pas comme ça après tout ce que j'ai fait pour toi. Que as-tu fait pour moi, dernièrement? Maman me faisait payer un loyer, m'obligeait à m'occuper de la majorité des tâches ménagères, critiquait mes choix de carrière et me comparait toujours défavorablement à mes frères et sœurs. Petite ingrate, a-t-elle commencé. Ingrate? Les jeux coupés. Je n'ai jamais cessé de te remercier. Je t'ai aidé, soutenu, financièrement et émotionnellement, j'ai encaissé chaque critique, accepté chaque comparaison, et malgré tout, je me suis toujours présenté avec amour et respect. La façade d'unité familiale s'est fissurée quand maman s'est tournée vers Jackson. Je t'avais dit qu'elle rendrait ça difficile. Rendre quoi difficile? Ai-je insisté. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette urgence? Pourquoi des sacs poubelles au lieu de carton? Et pourquoi cette mise en scène? J'ai désigné mes frères et sœurs. Kevin s'est déplacé, mal à l'aise, première preuve qu'il n'adhérait peut-être pas complètement au plan. Maman va vendre la maison, a-t-il avoué. Elle mérite de le savoir, a-t-il ajouté face au regard assassin de Nathalie. La vérité est sortie par morceaux, maman avait reçu une offre bien au-dessus du prix du marché, mais les acheteurs voulaient la maison immédiatement. Au lieu d'en discuter avec moi, elle avait décidé avec mes frères et sœurs que ma part d'héritage serait réduite pour compenser ma longue présence à la maison. Donc, c'est pour l'argent, ai-je dit en voyant les pièces du puzzle s'assembler. Vous m'expulsez pour vendre et éviter que je réclame ma part. Tu n'as pas payé la maison, a lancé Nathalie. J'ai payé un loyer pendant 3 ans, ai-je répliqué. Cet argent est allé où, s'il ne servait pas pour la maison? Ton loyer couvrait à peine ta nourriture et tes factures, a balayé maman. Et le testament de papa? Ai-je demandé. Il nous a laissé la maison à tous. Je me souviens de l'avocat le dire. Ils ont échangé des regards gênés. Ils espéraient que j'avais oublié ou que je ne revendique pas mes droits. Tu poursuivrais ta propre mère? A demandé Jackson, choqué. Et toi, tu déshériterais ta propre fille? Ai-je rétorqué. Nous étions dans une impasse, debout dans le jardin, les voisins faisant semblant de ne pas regarder. 3 ans de rancune ont explosé quand j'ai enfin sorti ce que je gardais en moi. Vous n'avez jamais respecté mes choix ni reconnu que j'étais une adulte. Vous m'avez utilisé comme main-d'œuvre gratuite, comme soutien émotionnel et comme punching ball, et maintenant vous me jetez quand ça vous arrange financièrement. Personne n'a nié. Leur silence confirmait tout ce que j'avais toujours craint sur ma place dans cette famille. À cet instant, j'ai pris une décision. Je suis allé à ma voiture heureusement garée dans la rue et j'ai ouvert le coffre. Qu'est-ce que tu fais? A demandé maman. Je pars, ai-je répondu simplement. Une par une, j'ai chargé les sacs poubelles. Dedans, toute ma vie, jeté sans soin ni respect. Quand la voiture a été pleine, je me suis tourné vers eux une dernière fois. Ils étaient ensemble, une unité dont j'avais toujours été exclu. Vous savez? Je viens de décrocher le plus gros client de notre entreprise. J'allais avoir une promotion. Je vous avais ramené des cadeaux pour fêter ça.
J'ai ri doucement de ma naïveté. Je croyais vraiment que vous seriez fier de moi. Lee, a commencé Kevin, avec un peu de regret. Je ne l'ai pas interrompu. Vous avez été clair. Je ne reste pas là où je ne suis ni aimé ni respecté. À leur surprise, j'ai souri. Pas de joie, mais avec la légèreté soudaine de n'avoir plus rien à perdre. Adieu. J'espère que l'argent en vaudra la peine. Je suis parti sans regarder en arrière, les larmes brouillant ma vue dans ces rues si familières qui semblaient soudain étrangères. Mon téléphone vibrait de messages, sûrement ma famille qui réalisait les conséquences, mais je les ai ignorés. Sans plan et sans toit, j'ai appelé la seule personne en qui j'avais une confiance totale, ma coloc d'université, Zoé. Entre deux sanglots, je lui ai expliqué. « Viens tout de suite », m'a-t-elle dit sans hésiter. « Tu peux rester autant que tu veux. » Zoé vivait à 30 minutes avec son copain Tyler. Quand je suis arrivé, ils m'ont aidé à vider la voiture sans poser de questions, préparant leur chambre d'amis comme un refuge. Cette première nuit a été le plus bas de ma vie. Blotti dans un lit inconnu, entouré de sacs poubelles que je ne pouvais pas ouvrir, j'ai ressenti tour à tour le choc, le deuil et la colère. Mon téléphone vibrait toujours. Zoé m'a convaincu de lire. Maman disait que j'exagérais. Jackson me faisait la leçon sur la responsabilité. Nathalie m'envoyait des annonces d'appartements hors de prix. Seul Kevin exprimait un peu de regret pour la méthode, pas pour la décision. Ces gens sont toxiques, a déclaré Zoé après avoir lu. C'est quand même ma famille, ai-je dit faiblement. La famille ne traite pas les siens comme ça, a ajouté Tyler. C'est de l'abus émotionnel. Même si le mot me paraissait fort, cette validation extérieure m'a aidé à voir plus clair, ce qui s'était passé n'était pas normal, ce n'était pas ma faute et je n'avais pas à l'accepter. Cette nuit-là, j'ai pris 2 décisions. Je construirai une nouvelle vie, totalement indépendante, et je ne laisserai plus jamais ma valeur dépendre de leur approbation. En m'endormant au petit matin, une sensation étrange de possibilité a percé la douleur. Pour la première fois de ma vie adulte, j'étais vraiment libre de me définir selon mes propres termes. La première semaine après avoir été forcé de partir a été un tourbillon de défis pratiques. Zoé et Tyler insistaient pour que je reste, mais je savais que leur petit appartement n'était pas une solution à long terme. Leur générosité m'a donné le temps de chercher un logement sans précipitation. Pendant mes pauses déjeuner au travail, je parcourais les annonces, découvrant vite que le marché locatif de Chicago était encore plus compétitif que ce que je craignais. La plupart des logements demandaient une preuve de revenu égale à 3 fois le loyer mensuel, un crédit parfait, le premier et le dernier mois de loyer plus une caution, ainsi que des références de propriétaires que je n'avais pas. Mes modestes économies, qui me semblaient suffisantes en vivant chez maman, couvraient à peine les frais de départ pour obtenir un logement. Après 10 jours de recherche, j'ai trouvé un petit studio dans un quartier moins agréable, avec un propriétaire prêt à accepter une caution plus élevée à la place d'un historique de location. L'appartement n'avait rien à voir avec le foyer confortable que j'avais quitté, la peinture s'écaillait dans les coins, les appareils électroménagers étaient vieux, et des bruits étranges traversaient les murs minces à toute heure. Mais c'était à moi un espace où personne ne pouvait emballer mes affaires ou remettre en question mes choix. Emménager m'a montré à quel point je possédais peu. Ma famille avait emballé mes affaires personnelles, mais aucun des articles essentiels pour vivre seul. Je n'avais ni assiette, ni serviette, ni produits ménagers, ni meubles autres que mon lit et ma commode. On va faire une pendaison de crémaillère, a annoncé Zoé en m'aidant à ranger mes vêtements dans le seul placard. Tout le monde apportera quelque chose d'utile, pas de bibelot. Fidèle à sa parole, elle a organisé une petite soirée avec des amis de la fac et des collègues. Ils sont venus avec des meubles d'occasion, de la vaisselle et des articles ménagers. À la fin de la soirée, mon appartement était passé d'un lieu vide à un espace basique mais fonctionnel. Ce n'est pas grand-chose, me suis-je excusé alors que nous mangions de la pizza sur des assiettes en carton, assis sur des chaises dépareillées. C'est un début, m'a corrigé mon ami Amber. Et tu l'as fait sans leur aide. La réalité financière m'a frappé de plein fouet le premier mois. Après avoir payé le loyer, les charges, la nourriture et le transport, mon salaire, qui semblait correct avant, ne laissait presque rien pour les économies ou les imprévus. J'ai créé des tableaux pour suivre chaque dépense, planifier mes repas au centime près et repérer quel supermarché offrait les meilleurs prix. Le travail est devenu mon encre et mon refuge. Le lundi après avoir été mis à la porte, je suis arrivé tôt au bureau. Je me suis jeté à corps perdu dans la finalisation de la campagne du client de New York,
transformant mon agitation émotionnelle en énergie créative. Mon patron l'a remarqué. Tu as travaillé beaucoup d'heures, a-t-il commenté 2 semaines plus tard. La présentation de New York était excellente et ton suivi est impeccable. Merci, ai-je répondu, sans mentionner le chaos personnel derrière ma concentration. Nous restructurons l'équipe, a-t-il ajouté. J'aimerais que tu diriges la division marketing digital. Ce poste venait avec 15% d'augmentation et plus de responsabilités. L'augmentation ne me rendait pas riche, mais réduisait l'angoisse constante de vivre seul. Plus important encore, c'était une validation de ma carrière, la même que ma famille avait toujours dénigrée. Pendant que ma vie professionnelle s'épanouissait, je peinais émotionnellement. Des cauchemars liés à la perte de mon logement interrompaient mon sommeil. Les bruits inattendus dans mon immeuble déclenchaient des réactions de panique. Les problèmes de confiance coloraient mes relations avec mes collègues et mes amis. Tu devrais voir un professionnel, m'a suggéré Zoé autour d'un café. La thérapie, c'est cher, ai-je rétorqué. Et le coût émotionnel du traumatisme, alors? M'a-t-elle répondu. Ton nouveau job a bien une mutuelle? Elle m'a aidé à utiliser le portail d'assurance pour trouver une thérapeute spécialisée dans les ruptures familiales et les enfants de parents contrôlants. Dès notre première séance, les vannes se sont ouvertes sur un océan de douleur dont je n'avais pas conscience. Ce que ta famille a fait n'est ni normal ni acceptable, a affirmé ma thérapeute. Mettre quelqu'un à la porte sans préavis est juridiquement discutable, même en famille. Le faire pendant ton absence montre une préméditation et un manque de respect profond. Les séances hebdomadaires m'ont permis d'identifier les schémas de manipulation émotionnelle qui avaient façonné mes relations familiales. J'ai découvert des notions comme le « bouc émissaire », l'enfant en or, et elle, amour conditionnel. Peu à peu, j'ai reconstruit mon estime de moi en dehors de leur approbation. J'ai aussi appris des compétences pratiques que je n'avais jamais eu besoin de maîtriser chez maman. Plomberie de base, démarrer une voiture, recette simple, petite réparation domestique. Chaque nouvelle compétence était une petite victoire, la preuve que je pouvais survivre et même m'épanouir seul. 3 mois après avoir déménagé, je suis tombé sur mon frère Kevin dans un café du centre. Une rencontre accidentelle, gênante, mais révélatrice. « Tu as bonne mine », a-t-il dit maladroitement. « Comment tu vas ? » Bien. Je travaille beaucoup. J'ai eu une promotion. C'est super. Maman demande après toi. Drôle de façon de montrer de l'intérêt, couper tout contact. C'est toi qui as coupé, a-t-il corrigé. Tu ne répondais plus. Après avoir été mise dehors sans prévenir? Oui, j'ai arrêté. Silence lourd, chacun tenant sa tasse comme un bouclier. Elle veut que tu viennes au dîner de dimanche, pour discuter. Discuter à quelles conditions? Qu'est-ce que tu veux dire? Reconnaître que ce qu'elle a fait est mal. Elle s'excuse. Ou elle veut que je fasse comme si rien ne s'était passé et que je reprenne la même relation toxique? Son visage m'a donné la réponse, pas d'excuse, pas de reconnaissance, pas de changement. Je ne peux pas, Kevin. Je ne suis plus la même personne qu'il y a 3 mois. C'est quand même ta mère. Oui. Et je suis toujours sa fille. Ça ne l'a pas empêché de me traiter comme si je ne comptais pas. En partant, il avait l'air soucieux, peut-être en train de voir notre famille sous un autre angle. Cette brève rencontre a renforcé ma détermination à maintenir mes limites, même si cela rouvrait des blessures encore fraîches. Le chemin n'a pas été simple. Certains jours, je me sentais forte dans mon indépendance. D'autres, je m'effondrais sous le poids de la coupure avec ma seule famille. Mais pas à pas, j'ai construit une vie qui m'appartenait entièrement, remplie de mes choix et guidée par mes valeurs. Ce n'était pas la vie que j'avais imaginée, mais c'était une vie dont je pouvais être fier. Au fil des mois, l'anxiété constante de mes débuts a diminué, remplacée par une confiance croissante dans ma capacité à affronter les défis. Ma promotion a été un tournant, diriger la division marketing digital signifiait plus de visibilité et un contact direct avec les clients. J'ai formé une petite équipe efficace, mis en place de nouvelles stratégies et obtenu des résultats constants qui ont impressionné nos clients et les dirigeants. Ta campagne a augmenté l'engagement de 40%, a noté notre PDG lors d'un bilan trimestriel. C'est un excellent travail, Lee. Être reconnu devant toute l'équipe de direction m'a procuré une satisfaction plus forte que n'importe quelle approbation familiale que j'avais cherchée autrefois. Mes collègues voyaient ma valeur sans le prisme déformé de l'histoire familiale ou des comparaisons.
Avec la stabilité financière sont venues des améliorations concrètes, j'ai remplacé ma vieille voiture peu fiable par un modèle plus récent sous garantie. Quand est venue la fin de mon bail, j'ai trouvé un appartement plus agréable, dans un quartier plus sûr, avec plus de lumière et un petit balcon pour faire pousser des herbes et des fleurs. L'aménagement de ce nouveau lieu est devenu un exercice de découverte de moi-même. Libéré des goûts esthétiques de ma mère et des opinions de mes frères et sœurs, j'ai enfin pu explorer mes préférences. J'ai découvert un amour pour le design moderne des années 50 à 60, les couleurs vives et les espaces fonctionnels. Chaque pièce choisie, qu'elle soit neuve ou d'occasion, reflétait mon identité en construction. Cet endroit te ressemble, a commenté Zoé en visitant l'appartement fraîchement décoré. Ta vieille chambre, jamais. Elle avait raison. Ma chambre d'enfance était restée figée à l'adolescence, et mon espace chez maman avait toujours semblé provisoire, même après 3 ans. Cet appartement, même loué, était le premier vrai chez moi qui exprimait qui je devenais. Mon cercle social s'est élargi au-delà de mes amis d'université. Je me suis inscrite à un club de lecture, j'ai fait du bénévolat dans une banque alimentaire et accepté des invitations à des événements professionnels que j'aurais évités autrefois. Ces activités m'ont permis de rencontrer des gens qui ne me connaissaient que tel que j'étais maintenant, pas comme la déception familiale ou la petite sœur gâtée. Parmi ces nouvelles connaissances, il y avait Daniel, un graphiste qui collaborait avec mon équipe marketing sur des projets clients. Notre relation pro est devenue une amitié, puis un début de romance prudente. Contrairement à mes histoires passées sous le regard scrutateur de ma mère, celle-ci avançait à son rythme, sans pression ni jugement. « Parle-moi de ta famille », m'a demandé Daniel lors de notre 3e rendez-vous. « C'est compliqué », ai-je répondu, avant de résumer les événements récents. Sa réaction a été directe. « Ils ont l'air toxiques. Je suis désolé que tu aies vécu ça. » Pas de défense de la loyauté familiale, pas d'insinuation que j'avais dû faire quelque chose pour mériter ce traitement, pas de pression pour me réconcilier, juste une validation simple de mon vécu et de mes sentiments. Les relations familiales équilibrées de Daniel m'ont montré à quoi pouvait ressembler une dynamique saine. Les dîners du dimanche chez ses parents révélaient des désaccords respectueux, un soutien inconditionnel et un intérêt sincère pour la vie des autres. Le contraste avec ma propre famille était à la fois douloureux et instructif. Mes séances de thérapie sont passées de la gestion de crise à une guérison plus profonde et un vrai développement personnel. J'ai examiné mes schémas d'enfance, reconnu des mécanismes de défense malsains et élaboré des stratégies pour fixer des limites dans toutes mes relations. Tu es peut-être en train de briser des schémas générationnels, a observé ma thérapeute après une séance marquante. Ces mots m'ont frappé. Ma plus grande victoire n'était peut-être pas le succès extérieur, mais le changement intérieur, reconnaître et refuser les dynamiques dysfonctionnelles qui avaient marqué ma famille pendant des générations. Ce changement psychologique s'est reflété ailleurs. J'étais plus assuré au travail, je proposais des campagnes audacieuses et je défendais mes idées avec confiance. J'ai mis des limites plus claires avec mes amis, refusant les plans qui épuisaient mon énergie ou allaient à l'encontre de mes valeurs. J'ai repris des passions laissées de côté car elles ne plaisaient pas à ma famille, la photo et l'écriture créative. J'ai aussi pris la décision difficile de bloquer toute communication avec ma mère et mes frères et sœurs aînés. Après des mois de messages allant de la culpabilisation à l'hostilité, j'ai compris que chaque interaction sabotait ma guérison. Kevin est resté l'exception, ces messages étant passés de la pression familiale à de réelles, bien que maladroites, tentatives de lien. 5 mois après avoir été forcé de partir, j'ai participé à une conférence marketing où j'ai croisé Madame Reynolds, ma prof de journalisme au lycée. Elle m'avait toujours encouragé dans mon écriture et ma créativité, quand les autres adultes ne voyaient que mes notes en comparaison à celles de mes frères et sœurs. « Ellie Harrison, quel plaisir de te voir !» m'a-t-elle salué chaleureusement. « Tu es toujours dans le marketing ?» En discutant autour d'un café, j'ai découvert qu'elle avait toujours cru en mon potentiel, que ma famille avait ignoré ou minimisé. Sa confiance en mes capacités était réelle, pas conditionnelle, une rareté dans mes jeunes années. « Tu as toujours eu un regard unique », m'a-t-elle dit. « Je ne suis pas surprise que tu aies trouvé le succès à ta manière. » Cette rencontre m'a inspiré à tendre la main à d'autres qui vivaient l'éloignement familial ou luttant pour leur indépendance. J'ai lancé un blog donnant des conseils pratiques aux jeunes adultes qui s'installent sans soutien familial, budget, résilience émotionnelle. Le blog m'a connecté à une communauté en ligne ayant des expériences similaires. Les commentaires affluaient. « Ton article sur comment gérer les fêtes m'a littéralement sauvé Noël », a écrit un lecteur. Pour la première fois, je ne me suis pas senti coupable de protéger ma paix.
En aidant les autres, je poursuivais ma propre guérison. Le blog est devenu un espace pour transformer mes souvenirs douloureux en leçons utiles et m'entourer de personnes qui comprenaient sans explication. À l'approche de mon 6e mois d'indépendance forcée, j'ai réalisé que la famille qui m'avait rejeté m'avait, sans le vouloir, offert un cadeau. L'occasion de découvrir ma force, de remodeler mon identité et de construire une vie alignée avec mon moi authentique. Le chemin avait été douloureux, mais la destination valait chaque pas difficile. Exactement 6 mois après avoir trouvé mes affaires dans des sacs poubelles, mon téléphone a vibré. Les messages de maman sont arrivés en rafale, d'abord 1, puis 5, puis des dizaines. Le soir, j'en avais reçu exactement 60, allant d'accusations à des supplications. Où es-tu? Pourquoi tu ne réponds pas? Après tout ce que j'ai fait pour toi, il faut qu'on parle. C'est urgent. Appelle-moi. Le dernier message, envoyé à 23h30, avait un ton différent. J'ai fait une erreur. J'ai besoin de ton aide. Contre l'avis de ma thérapeute et de mon propre bon sens, je les ai tous lus. Quelque chose s'était manifestement passé assez grave pour fissurer son orgueil et sa dénégation. Malgré tout, une inquiétude a percé mes défenses. Le lendemain matin, j'ai appelé Kevin, le seul qui avait montré un minimum de regret sur la façon dont tout s'était passé. « Qu'est-ce qui se passe avec maman ?» ai-je demandé quand Kevin a décroché. Son profond soupir s'est entendu à travers le téléphone. Elle a tout perdu. L'histoire est sortie en morceaux, chacun plus incroyable que le précédent. Maman avait bien vendu la maison familiale, recevant une somme importante qui aurait dû lui assurer une retraite confortable. Au lieu d'investir prudemment, elle avait confié tout l'argent à un conseiller financier présenté par une connaissance de l'église. C'était une arnaque, m'a expliqué Kevin. Le type est parti avec son argent et les économies d'au moins 10 autres victimes. C'est horrible, ai-je dit avec sincérité malgré notre passé. Mais pourquoi me contacter maintenant? Où sont Jackson et Nathalie? Nouvelle pause. Il ne lui parle plus. Quoi? Elle nous avait promis à chacun une part des bénéfices de la vente. Jackson avait déjà versé un acompte pour une maison de vacances. Nathalie avait prévu des travaux dans sa maison. Et toi? J'ai été plus prudent, a-t-il avoué. Mais je suis quand même en colère. Elle a pris des décisions sans consulter personne, et ensuite tout perdu. L'ironie ne m'a pas échappé, ma mère m'avait exclu des décisions sur ma propre vie, et elle goûtait maintenant au même traitement venant de ses autres enfants. Il y a autre chose, a continué Kevin à contre-cœur. Elle n'a nulle part où vivre. Les nouveaux propriétaires ont pris possession la semaine dernière. Elle loge dans un motel, mais ses fonds s'épuisent. Et elle compte aller où? Elle a mentionné ton nouvel appartement. Une vague glaciale d'incrédulité m'a traversé. Après m'avoir mise dehors sans prévenir, le plan de ma mère était de venir vivre chez moi. L'audace était stupéfiante. Ça n'arrivera pas, ai-je dit fermement. Je sais, a acquiescé Kevin, ce qui m'a surprise. Ce serait déraisonnable après tout ce qui s'est passé. Mais elle a besoin de quelque chose, Lee. Ça reste notre mère. La situation m'obligeait à me poser des questions complexes sur le devoir, le pardon et les limites. Qu'est-ce que je devais à la femme qui m'avait élevé mais aussi trahi? Pouvais-je l'aider sans sacrifier l'indépendance saine que j'avais construite? Était-il possible de montrer de la compassion sans retomber dans des schémas toxiques? Après en avoir parlé avec ma thérapeute, j'ai accepté de la rencontrer dans un café à un lieu neutre, où je pourrais partir facilement si nécessaire. Daniel s'est proposé d'attendre pas loin, pour me soutenir moralement et servir de plan d'évacuation si la tension montait. Quand maman est arrivée, elle semblait diminuer, son assurance remplacée par une posture voûtée. Les vêtements de créateur et le maquillage impeccable, qui faisaient partie de son uniforme, avaient laissé place à une tenue simple et à un maquillage léger. Elle avait vieilli de plusieurs années en quelques mois. « Merci d'être venue », a-t-elle commencé, les mains serrées autour de sa tasse. « Je ne pensais pas que tu viendrais. » J'ai failli ne pas venir, ai-je répondu honnêtement. Nous sommes restés dans un silence lourd, le poids de notre histoire entre nous. J'ai tout perdu, a-t-elle fini par dire. La maison, l'argent, tout. Et Kevin m'a tout raconté. Jackson et Nathalie ne me parlent plus. Ils disent que je les ai trahis. J'ai hoché la tête, reconnaissant sa douleur sans en assumer la responsabilité. J'ai besoin d'aide, Lee, a-t-elle dit, la voix tremblante.
Je n'ai nulle part où aller. La demande planait, implicite mais claire, elle espérait que moi, la fille qu'elle avait rejetée, viendrais la sauver. 6 mois plus tôt, j'aurais peut-être accepté immédiatement, avide de son approbation et d'une occasion de prouver ma valeur. Aujourd'hui, je voyais la situation avec une lucidité douloureuse. Tu comprends ce que tu m'as fait? Ai-je demandé doucement. Elle a cligné des yeux, visiblement prise de court. J'essayais de t'aider à devenir indépendante. En me mettant dehors sans prévenir, en emballant mes affaires dans des sacs poubelles pendant mon absence, en m'humiliant devant toute la famille. J'ai peut-être mal géré les choses, a-t-elle concédé, mais mes intentions étaient bonnes. Tes intentions, ai-je ri sans joie. Tu as vendu la maison sans me prévenir. Tu comptais réduire mon héritage. Tu m'as traité comme un fardeau, pas comme ta fille. Les larmes lui sont montées aux yeux. J'ai fait des erreurs. Oui, ai-je confirmé. Et maintenant, tu fais face aux conséquences, comme moi, il y a 6 mois. Alors, tu ne m'aideras pas? A-t-elle lancé, l'indignation dans la voix. Après tout ce que j'ai sacrifié pour t'élever. Je n'ai pas dit ça, ai-je corrigé. Je suis prête à aider, mais à mes conditions, pas aux tiennes. J'ai énoncé les limites établies avec ma thérapeute, l'aider à trouver un logement abordable pour personnes âgées et contribuer à une petite aide mensuelle. Pas question qu'elle vive chez moi, qu'elle m'emprunte directement de l'argent ou qu'on reprenne notre ancienne dynamique de contrôle. C'est ça, ton idée d'aide? A-t-elle demandé, incrédule. C'est ce que je peux offrir tout en me respectant, ai-je répondu. À prendre ou à laisser. La discussion a duré presque 2 heures, entre accusations, justifications, larmes et quelques pas timides vers une compréhension mutuelle. Maman avait du mal à accepter que notre relation ait changé pour toujours, que son autorité ait été réduite par ses propres actes. Je n'aurais jamais pensé que tu serais aussi dur, a-t-elle murmuré. Je n'aurais jamais pensé devoir l'être. Mais on en est là. À la fin, nous avons trouvé un accord fragile, je chercherai des options de logement et l'aiderai dans les démarches, elle accepterait de suivre avec moi une thérapie familiale en échange d'un soutien continu. Aucune de nous n'était pleinement satisfaite, mais c'était un point de départ qui respectait mes limites tout en reconnaissant notre lien. Alors qu'on se levait, elle m'a posé une question qui montrait à quel point elle avait peu compris mon cheminement. Quand est-ce que les choses redeviendront normales entre nous? Je l'ai regardé droit dans les yeux, avec compassion mais fermeté. Elles ne redeviendront pas comme avant. Cette version de notre relation n'existe plus. On peut construire quelque chose de nouveau, de plus sain, mais on ne retournera pas en arrière. Son visage s'est effondré. La réalité du changement définitif venait de l'atteindre. À cet instant, j'ai ressenti un basculement en moi. Ma colère, qui m'avait porté pendant des mois, ne disparaissait pas, mais relâchait son emprise. Je voyais ma mère non plus comme la figure toute puissante de mon enfance, mais comme une personne imparfaite dont les mauvaises décisions avaient eu un lourd prix. Cela n'excusait pas ses actes ni n'effaçait les blessures. Mais cela me permettait de répondre depuis un endroit de force plutôt que de douleur. Je pouvais offrir une aide adaptée sans sacrifier la vie équilibrée que j'avais construite, un équilibre qui aurait été impossible 6 mois plus tôt. En quittant le café, Daniel m'a rejointe. Alors, comment ça s'est passé? Aussi difficile que prévu, ai-je répondu. Mais nécessaire. Tu vas bien? J'ai réfléchi. Pas encore, mais je le serai. Ce soir-là, j'ai reçu des messages de Jackson et Nathalie, pour la première fois depuis des mois. La nouvelle de ma rencontre avec maman avait circulé, ainsi que les détails de mon offre limitée d'aide. Leurs textos ne contenaient aucune excuse pour leur rôle dans mon expulsion, juste des tentatives maladroites de jauger la situation financière de maman et mon implication. Je n'ai pas répondu, voyant là une continuation des mêmes schémas malsains plutôt qu'une volonté sincère de réconciliation. Certaines relations pouvaient peut-être guérir avec le temps et les efforts. D'autres devaient rester à distance, pour mon bien-être. Apprendre à distinguer les relations qui pouvaient guérir de celles qui devaient rester à distance faisait partie de ma croissance continue. La crise familiale qui avait provoqué 60 messages désespérés n'avait pas apporté de réconciliation à la manière d'Hollywood ni de solution bien ordonnée. Elle m'avait offert quelque chose de plus précieux, la confirmation que les limites que j'avais fixées étaient nécessaires et que la vie indépendante que j'avais construite valait la peine d'être protégée. Dans les semaines qui ont suivi notre confrontation au café, j'ai aidé ma mère à naviguer dans le processus complexe de recherche d'un logement abordable pour personnes âgées.
L'aide que je lui ai apportée était pratique plutôt que financière, rechercher des options, expliquer les critères d'admission, l'accompagner parfois à des rendez-vous. Pin Meadow, la résidence où elle a finalement emménagé, proposait des studios pour vie autonome avec service d'assistance optionnelle. Ce modeste appartement représentait une grande régression par rapport à notre maison familiale, mais offrait sécurité, communauté et un nouveau départ. C'est petit, a-t-elle commenté le jour de l'emménagement en observant la petite cuisine et le salon. Mon premier appartement aussi, lui ai-je rappelé gentiment. On s'habitue. Le parallèle ne lui a pas échappé. Pour la première fois peut-être, ma mère expérimentait les difficultés de repartir à zéro avec des ressources limitées, la même situation dans laquelle elle m'avait jeté sans prévenir. Notre relation restait compliquée, mais la distance imposée créait un espace propice à une guérison progressive. Les séances hebdomadaires de thérapie, auxquelles elle participait au début à contre-cœur, sont devenues un cadre structuré pour aborder nos schémas de longue date et construire une communication plus saine. Je n'avais jamais réalisé à quel point mon éducation avait influencé ma façon d'être mère, a-t-elle admis lors d'une séance particulièrement révélatrice. Ma propre mère était encore plus contrôlante que moi. Comprendre l'origine de ces comportements ne les excusait pas, mais donnait un contexte qui m'aidait à traiter mes expériences d'enfance. Le traumatisme générationnel avait façonné nos dynamiques familiales d'une manière que nous n'avions jamais reconnue ni traitée. Comme promis, j'ai contribué chaque mois à ses dépenses avec un montant modeste, soigneusement calculé pour l'aider sans mettre en danger ma propre stabilité financière. L'accord a été formalisé avec notre thérapeute, fixant des attentes et des limites claires des deux côtés. Mes relations avec mes frères et sœurs ont évolué différemment. Kevin et moi avons reconstruit un lien prudent, nous retrouvant parfois pour un café et échangeant par message. Il s'est excusé pour son rôle dans mon expulsion à un aveu qui a ouvert la porte à une réconciliation possible. « J'aurais dû te défendre », m'a-t-il dit lors d'une rencontre. Je savais que c'était mal. « Pourquoi tu ne l'as pas fait ?» ai-je demandé, non pas dans l'accusation, mais avec curiosité. C'était plus facile de suivre le mouvement, a-t-il avoué. J'ai toujours fait ce que maman et Jackson pensaient être le mieux, même quand je n'étais pas d'accord. Son honnêteté mettait en lumière des schémas que je reconnaissais de ma propre expérience, les dynamiques complexes qui avaient façonné toutes nos décisions et réactions. Nos conversations nous ont permis de mieux comprendre le système familial qui nous avait limités chacun à notre manière. Jackson est resté distant, se contentant de messages impersonnels pour les fêtes ou les annonces familiales, sans effort réel pour renouer. Son orgueil l'empêchait d'admettre ses torts, et je ne ressentais plus le besoin de rechercher son approbation ou son pardon. Le développement le plus surprenant est venu de Nathalie. 6 mois après l'effondrement financier de notre mère, ma sœur a traversé sa propre crise, son mari a demandé le divorce. Brusquement célibataire avec 2 enfants et un train de vie qu'elle ne pouvait plus assumer seule, elle a découvert une perspective nouvelle sur la vulnérabilité et l'indépendance. Je n'avais jamais compris ce que ça faisait de voir sa vie basculer en une nuit, m'a-t-elle confié lors d'un appel inattendu. Je crois que maintenant je comprends. Notre réconciliation est restée prudente et incomplète, mais elle a ouvert des possibilités que je n'avais pas envisagées. Nous avons commencé à déjeuner ensemble une fois par mois, reconstruisant la confiance petit à petit à travers des interactions simples et régulières plutôt que par de grands gestes ou excuses spectaculaires. Pendant que les liens familiaux évoluaient lentement, ma carrière continuait de s'épanouir. 1 an après la promotion qui avait coïncidé avec mon indépendance forcée, on m'a proposé le poste de directrice marketing supervisant toutes les campagnes et relations clients. Ce nouveau rôle venait avec une augmentation substantielle, des options sur actions et de meilleurs avantages. Pour la première fois, je me sentais vraiment en sécurité financièrement, capable de bâtir une stabilité à long terme plutôt que de survivre mois après mois. Avec cette sécurité est venue la possibilité de poursuivre un rêve que je n'avais jamais exprimé à ma famille, devenir propriétaire. Avec l'aide d'un agent immobilier, j'ai trouvé un petit mais charmant condo dans un quartier diversifié, à distance raisonnable du centre. Le jour où j'ai reçu les clés, je suis resté seul dans le salon vide, submergé par la signification de ce moment. Cet espace était à moi, acheté avec mes revenus, choisi selon mes goûts, obtenu grâce à mon crédit et ma réputation. Personne ne pouvait emballer mes affaires ou m'ordonner de partir. Personne ne pouvait minimiser ou m'enlever cette réussite. J'ai organisé une pendaison de crémaillère pour les amis qui m'avaient soutenu pendant les moments les plus sombres de l'année précédente. Zoé et Tyler, Daniel, des collègues, des membres de mon groupe de thérapie et même Kevin sont venus, remplissant mon nouveau foyer de rire et d'énergie positive. Portons un toast,
a annoncé Zoé en levant son verre. Ali, qui a transformé des sacs poubelles en un magnifique foyer, juste par détermination et courage. La référence à mes débuts a provoqué des sourires complices au lieu de souvenirs douloureux. Ce qui avait été un traumatisme était devenu une histoire d'origine de résilience et de croissance. Alors que mes conditions de vie s'étaient stabilisées, j'ai continué mon travail intérieur de guérison et de découverte de soi. Encouragé par ma thérapeute, j'ai créé un petit fonds de bourse pour les jeunes adultes sortant du système de protection de l'enfance ou quittant des situations familiales difficiles. Ces aides modestes permettaient de financer des cautions de logement, des vêtements professionnels ou des frais d'études, des besoins souvent négligés par les grands programmes. Tu as transformé ta douleur en but, a observé ma thérapeute quand je lui ai lu les retours des premiers bénéficiaires. Est-ce ça, la vraie guérison? Sa remarque a profondément résonné en moi. La trahison qui avait d'abord détruit mon sentiment de sécurité m'avait finalement révélé des forces que je n'aurais jamais découvertes autrement. Être forcé de me débrouiller seul m'avait appris que je pouvais non seulement survivre, mais aussi m'épanouir selon mes propres termes. Ma relation avec ma mère ne redeviendrait jamais ce qu'elle avait été et je ne le souhaiterais pas. Les dynamiques qu'il avait définies étaient fondamentalement malsaines, ancrées dans le contrôle plutôt que le respect. À la place, nous construisions lentement quelque chose de nouveau, une relation adulte, avec des limites claires et des attentes réalistes. Lors de notre dernière séance de thérapie de l'année, ma mère a dit quelque chose qui a montré à quel point nous avions toutes les deux avancé. « Je suis fière de toi », a-t-elle simplement déclaré. Pas parce que tu réussis selon les standards habituels même si c'est le cas. Je suis fière de la personne que tu es devenue, de la façon dont tu as géré l'adversité, dont une grande partie a été causée par moi. Cette reconnaissance, donnée sans condition ni comparaison avec mes frères et sœurs, était peut-être l'approbation la plus sincère qu'elle ait jamais exprimée. Cela m'a touché, mais d'une manière différente d'autrefois. Sa validation était bienvenue, mais elle n'était plus essentielle à mon estime de moi ou à mon identité. Cette évolution représentait la leçon la plus profonde de mon parcours. L'amour ne devrait pas exiger une obéissance parfaite. La réussite ne devrait pas être un prérequis pour avoir sa place. Et les liens familiaux, aussi importants soient-ils, ne peuvent pas définir entièrement notre valeur personnelle. Il y a des blessures qui ne guérissent jamais complètement, des relations qui ne peuvent pas être totalement restaurées, et des trahisons qui changent à jamais notre compréhension de la confiance et de la loyauté. Pourtant, dans ces réalités douloureuses se cachent aussi des opportunités de croissance qui, autrement, resteraient invisibles. Parfois, être chassé de ce que l'on croyait être son foyer nous conduit là où l'on appartient vraiment vers la personne que nous étions destinés à devenir. Ce qui avait commencé par des sacs poubelles devant une porte s'est terminé par les clés de ma propre porte d'entrée au sens propre comme au figuré. Le chemin entre ces deux moments a transformé non seulement mes circonstances, mais aussi ma compréhension même de la famille, de l'indépendance et de l'estime de soi. En perdant ce que je pensais nécessaire, j'ai trouvé ce que je méritais vraiment, une vie définie par mes choix plutôt que par les attentes des autres. Avez-vous déjà vécu un moment où une trahison familiale a fini par vous donner une force inattendue? Comment avez-vous reconstruit votre vie après une rupture dans une relation? Partagez votre histoire dans les commentaires et, si ce récit vous a parlé, n'oubliez pas de mettre un « j'aime » et de vous abonner. Rappelez-vous, parfois, les fins les plus douloureuses mènent aux débuts les plus beaux. Merci de m'avoir écouté, et je vous souhaite le courage de fixer des limites qui protègent votre paix, ainsi que la force de construire une vie qui reflète pleinement votre valeur.